c'est pour vous dire qu'on a une mauvaise nouvelle. Le ministre et le cabinet ne veulent pas nous recevoir. Il y a 2 jours, on lui a fait une réponse évidemment. Parle plus fort, Julie. Je parle plus fort. C'est mieux? Ouais, fort, fort. Donc il nous a fait un courrier il y a 2 jours que nous estimons pas à la hauteur de l'enjeu. Nous lui avons fait une réponse hier qu'on a publiée de façon publique. On vous propose de vous lire la réponse pour que peut-être de 3e ou 4e étage, là-haut ils nous entendent, on ne sait jamais. Donc c'est Émilie qui va commencer, comme ça fait 3 pages, on va se relayer parce que voilà. C'est beau de vieillir, hein, madame Marc. Je ne vieillis pas, c'est à la force de l'âge. Faut augmenter le son peut-être. Est-ce que là vous entendez bien? Ouais, très bien. Donc comme Julie vous le disait, Adrien Taquet nous a adressé une lettre avant-hier dans laquelle il explique pourquoi il estime que sa réforme est bonne. Et nous avons pris le temps de lui répondre et de lui expliquer point par point pourquoi nous étions opposés. On lui a déjà fait la proposition de venir en crèche et se rendre compte directement sur le terrain. Alors voici ce que nous lui avons répondu. Monsieur le ministre, nous accusons bonne réception de votre courrier du 1er juin 2021 où vous indiquez les raisons pour lesquelles vous décidez de ne pas nous recevoir le 3 juin. Journée de grève et de manifestation des professionnels de l'accueil de la petite enfance. Passons rapidement sur l'argument des contours incertains que vous attribuez au collectif Pas de bébé à la consigne, pourtant composé d'une 50aine d'organismes, dont des associations et syndicats aux contours aussi incertains que la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, l'Association nationale des psychologues de la petite enfance, le syndicat national des professionnels de la petite enfance, l'ACEP, collectif enfants-parents professionnels, le syndicat national des médecins PMI, des syndicats comme la CGT, la CFDT, la FSU, ou encore des écoles de formation comme le CERP qui est venu en force aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons choisi, monsieur le ministre, plus sérieusement, de vous répondre concernant les arguments suivants. Dans votre courrier, vous nous dites, on vous cite, « Il n'est pas question de réduire les surfaces minimales par enfant. La réforme se contente de créer une règle nationale là où il n'en existe pas aujourd'hui et se fonde pour cela sur les pratiques actuelles dont il est fait un minimum en dessous duquel on ne pourra pas descendre. Cela veut dire en pratique que les crèches de demain ne pourront être que de même taille ou plus grandes que les crèches actuelles. » Voici notre réponse. Avec d'autres acteurs, nous avons seulement rappelé qu'il est hautement contradictoire de fixer une norme générale qui fait consensus de 7 mètres carrés par enfant et d'imposer une surface réduite à 5,5 mètres carrés dans les zones à haute densité de population où les enfants vivent déjà dans des logements aux espaces nettement plus réduits. La commission des 1000 premiers jours, nommée par le président de la République, n'a pas dit autre chose quand elle a proposé de, on la cite, garantir une surface intérieure de 7 mètres carrés minimum par enfant dans les modes d'accueil partout en France et un accès quotidien à un espace extérieur. Sur la question du taux d'encadrement, vous nous dites non, il n'est pas question de réduire le taux d'encadrement puisque la règle générale reste celle du 1 pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants qui marchent et que le droit d'option pour la règle de 1 adulte pour 6 enfants est plus qualitatif que le taux moyen actuel constaté de 1 pour 7.
est la seule règle applicable pour les établissements organisés par section d'âge mélangé. Voici notre réponse. Certes, le taux d'encadrement officiel, 1 pour 5 et 1 pour 8, ne change pas, mais il est juste obsolète, datant de dizaines d'années avant qu'on ne sache que le bébé est une personne. Alors que les pays les mieux lotis proposent des taux de 1 pour 3 pour le Danemark ou 1 pour 4 pour la Finlande. Et ce ne sont que quelques exemples. Surtout, vous omettez de dire que l'option nouvelle d'un adulte pour 6 enfants conduira bien à faire régresser le taux d'encadrement pour les plus petits. Qui n'est jamais respecté. Où résidera alors le progrès de la réforme? La commission des 1000 premiers jours, nommée par le président de la République, nous rejoint pourtant dans ce que vous nommez votre revendication historique d'un taux d'encadrement unique d'un adulte pour 5 enfants, lorsqu'elle propose, on la cite, le respect d'un ratio de 5 enfants par adulte, tout âge confondu, avec au moins 70% de professionnels diplômés. Sur la question de la qualification des professionnels, voici ce que nous écrit le ministre. Non, il n'est pas question de réduire la qualification des professionnels, puisque le ratio 40-60 entre personnel qualifié et non qualifié, on remarquera les gentils termes qu'il utilise, demeure inchangé. La réforme se contente de préciser la manière dont il doit être calculé, c'est-à-dire, et très logiquement, en moyenne annuelle, sur la base de l'équipe qui a été constituée à la rentrée. Que voudrait dire un calcul au jour le jour, heure par heure? Fermer la crèche concernée dès qu'un seul membre des personnels qualifiés a la grippe et que donc le taux n'est pas atteint ce jour-là? Ou parce qu'il ou elle est en pause déjeuner? Cette modalité de calcul par ailleurs, déjà celle pratiquée par un grand nombre de structures. Voici notre réponse. Qui a proposé de fermer une crèche dès qu'un professionnel qualifié a la grippe? Pas nous en tout cas. Par contre, calculer le taux 40-60 en moyenne annuelle revient à accepter des périodes entières où ce taux ne sera régulièrement pas respecté. Et ceci n'a jamais été évoqué dans la concertation de 4 ans que vous mentionnez. Mais surtout, comment construire une réforme qui se prévaut de la charte pour la qualité d'accueil du jeune enfant sans envisager de faire progresser le degré global de qualification dans les crèches en revenant au taux de 50-50 en vigueur jusqu'en 2010? Sans parler des 70% de professionnels diplômés, taux avancé par la commission des 1000 premiers jours, on le rappelle, nommée par le président de la République. Je passe la parole à Julie pour la suite. Merci Émilie. Concernant l'accueil individuel, par exemple, les règles relatives au nombre d'enfants pour lequel un assistant maternel est agréé ou au nombre d'assistants maternels qui peuvent exercer dans une même MAM sont si peu claires que depuis des années, les conflits entre ces professionnels et les services de protection maternelle et infantile se multiplient, exposant l'ensemble du secteur à des risques de revirement de jurisprudence, c'est-à-dire à l'insécurité juridique. S'agissant de conditions déterminantes de l'activité et donc des revenus de ces professionnels, cette incertitude est inacceptable. Notre réponse. Votre réforme maintient la règle d'une capacité d'agrément de 4 enfants maximum de moins de 3 ans. Elle donne la possibilité d'en accueillir 2 de plus entre 3 et 11 ans sur la base d'une dérogation accordée par la PMI. Mais aussi encore 2 de plus pour des périodes de vacances par exemple. Les assistantes maternelles pourront donc demander une dérogation, mais elles pourront également accueillir un enfant de plus que la capacité habituelle de leur agrément durant une 50aine d'heures par mois sans avoir à demander de dérogation. En quoi cette réforme apporte-t-elle la clarification revendiquée? Sans compter la question essentielle de la disponibilité d'une personne pour accueillir jusqu'à 8 enfants simultanément. Le HCFEA, au Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, institution officielle, s'en est ému quand il écrit dans son avis du 2 février 2011, je cite, « Les assouplissements concernant en particulier le nombre d'enfants exceptionnellement accueillis par les assistants maternels en plus de leur agrément ne doivent pas entraîner un élargissement pérenne de la norme d'accueil, ni dépasser 6 enfants de moins de 11 ans à la charge exclusive d'un adulte, y compris ses propres enfants. » Dans votre courrier, vous dites, vous demandez l'extension à 12 heures par an plutôt que 6 du temps d'analyse des pratiques en crèche. C'est le gouvernement, tu dis ça. Hein? C'est le courrier du gouvernement. Non, c'est
Non, non, mais c'est le courrier du gouvernement. Oui, c'est le courrier du ministre. Ainsi que son application de droit aux assistantes maternelles. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, aucune règle ne force les gestionnaires de crèches à organiser des temps d'analyse des pratiques et que c'est bien la réforme que je porte qui, pour la première fois, introduit le principe d'une telle obligation. Nous savons aujourd'hui financer ces temps à hauteur de 6 heures, ce qui est la raison pour laquelle, dans un esprit de responsabilité, c'est ce niveau qui a été retenu. Les équilibres budgétaires de la période 2023-2027 seront négociés l'année prochaine. C'est dans ce cadre que votre demande pourra être étudiée. Concernant l'accueil individuel, ces temps collectifs d'analyse des pratiques sont aujourd'hui très rares et prennent des formes diverses et des tours de table de financement chaque fois distinctes. Je suis persuadée de l'intérêt d'avancer en ce sens, mais tout est à construire. C'est pourquoi je privilégie à ce stade la voie de l'expérimentation et je tiens à souligner que l'État a proposé des financements susceptibles de les soutenir dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Accueil pour tous. Notre réponse. La réforme institue donc 6 heures par an d'analyse de pratique en crèche. Innovation que nous avons appelée de nos voeux et que nous saluons. Mais chacun conviendra que cela ne permet pas d'assurer une continuité et une régularité minimale suffisante pour être bénéfique aux pratiques. La volonté de donner son plein sens à cette nouvelle disposition devrait se traduire par une mesure prévoyant sa montée en charge à 12 heures minimum par an dans un délai défini, par exemple de 3 années. Ceci permettant de prévoir les budgets nécessaires. Il n'est en outre pas recevable de ne pas appliquer ce progrès de plein droit aux assistantes maternelles, mode d'accueil quantitativement le plus développé, alors que la réforme procède de la loi ASAP, dont un des principes vise à assurer une meilleure cohérence des législations applicables au mode d'accueil de la petite enfance. Toujours dans le courrier du ministre, vous demandez l'exclusion des apprentis du calcul du taux d'encadrement. Une fois encore, il faut préciser que cette possibilité nouvelle sera assortie de nombreuses conditions, dont notamment celle d'avoir été présent au minimum 120 heures dans la crèche concernée auprès de son tuteur, soit une durée égale à celle de la formation initiale obligatoire des assistants maternels. En outre, cette évolution contribuera grandement à favoriser l'accès des métiers de la petite enfance à des personnes en formation initiale et plus encore à celles en reconversion professionnelle pour lesquelles la voie de la formation en alternance s'impose économiquement. Notre réponse. Nous sommes favorables à l'apprentissage parmi les modalités de formation des professionnels à la petite enfance. Là n'est pas la question. Mais les apprentis sont là pour apprendre, pas pour remplacer, ne serait-ce que partiellement, les professionnels requis par la réglementation pour accueillir les enfants. Les inclure dans ce calcul du taux d'encadrement revient purement et simplement à contourner, donc à affaiblir sciemment la règle que vous fixez vous-même dans la réforme. C'est la fin. Je fais celle-là. Toujours dans le courrier du ministre. Sur ce dernier point, il y a ceux qui disent que la charte de qualité d'accueil ne serait qu'un beau texte sans effet pratique. Nous pouvons désormais souligner la réalité de l'engagement financier de l'État dans le cadre de la campagne de formation des professionnels de la petite enfance lancée le 6 mai dernier. Ce sont 37 millions d'euros qui sont mis sur la table sur 3 ans par le gouvernement pour traduire dans la réalité quotidienne des pratiques professionnelles les principes de qualité que la charte rassemble. C'est un chantier inédit dans son objectif comme dans son ampleur, qui démontre que le caractère central de la qualité d'accueil dans la politique du gouvernement en matière d'accueil du jeune enfant est une réalité très concrète. Réponse. L'effectivité de la charte d'accueil du jeune enfant ne peut se résumer à la seule formation des professionnels. Mais si on se focalise sur ce sujet, ici encore les engagements du gouvernement sont loin du compte. Lors des précédentes réunions à ce propos, la DGCS estimait à 200 millions d'euros le budget nécessaire pour la formation des 600 000 professionnels de la petite enfance. Comment prétendre faire face à cet enjeu avec 18,5% de la somme? Nous arrivons bientôt à la fin. Il était important de lui répondre de façon complète. Donc, dernier passage de son courrier, il nous dit « Pour conclure cette réponse, je souhaite enfin souligner que ce gouvernement ne craint pas de s'atteler à la question qui vous est sans doute chère comme elle est au cœur de tous ceux attachés aux réalités quotidiennes des professionnels du secteur, de l'insuffisante attractivité des métiers. » Voici ce que nous lui avons répondu. Au-delà des effets d'annonce en fin de quinquennat, concernant la volonté de s'attaquer au niveau de rémunération et de permettre de véritables parcours de carrière,
pour lesquels les professionnels attendent en vain des actes depuis des années. On ne peut que craindre que les conditions d'accueil des enfants qui résulteront de votre réforme ne viennent amplifier l'hémorragie de professionnels que connaît le secteur, au lieu de reconstruire l'attractivité des métiers que vous dites appeler de vos vœux. Les témoignages recueillis sur la page Facebook de votre ministère fin mars et sur le site Petite Enfance en péril devraient vous alerter en ce sens. Comment entendez-vous répondre à ces alertes des nombreux professionnels sur les conditions d'accueil des enfants et leurs conditions de travail? Comment entendez-vous répondre à la parole des personnels qui manifestent contre votre réforme depuis près de 3 ans maintenant? Nous vous demandons enfin, puisque vous vous revendiquez pour votre réforme d'une méthode qui est celle de la concertation, comment vous entendez prendre en compte l'avis défavorable adopté sur le projet de décret le 15 avril 2021 par le conseil d'administration de la CNAF, où siègent des représentants tout à fait clairs quant à leur statut, selon les termes de votre courrier. Au vu de ce vote défavorable, au vu des recommandations du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, et des propositions de la Commission des 1000 premiers jours, et de l'état actuel du secteur de la petite enfance, nous ne pouvons que continuer à porter nos revendications et à exiger une réforme bienveillante et ambitieuse des modes d'accueil. Nous espérons encore que vous reviendrez sur votre décision de ne pas nous recevoir ce jeudi 3 juin et vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération. Nous avons donc reçu ce courrier il y a 2 jours dans lequel il nous disait qu'il n'allait pas nous recevoir, mais pour autant nous n'avons pas lâché. On a continué de solliciter le ministère. Encore ce matin, des SMS ont été envoyés à son conseiller. On a toujours une fin de non-recevoir, ce qu'on interprète comme un mépris envers les professionnels et le secteur. Il parle de concertation. Le collectif, comme on l'a dit au début, qui est un regroupement de nombreuses organisations nationales et représentatives, qui ont décidé de s'associer ensemble pour peser plus fort et pour montrer qu'il y a un consensus des professionnels, du secteur, des organisations, de la CNAF, du HCFEA. Et pour autant, il a toujours, et des parents et des familles. Merci aux parents qui sont présents aujourd'hui. Donc on vous remercie beaucoup d'être là. On aurait aimé pouvoir, comme les fois précédentes, qu'une délégation soit reçue. Pour autant, on continuera à les interpeller. On ne lâchera pas. Et merci à tous pour la belle énergie que vous avez donnée aujourd'hui. Merci d'être présents pour votre soutien. Et puis on continuera à défendre la petite enfance. Et si parmi vous, alors avant de terminer, vous dire pour ceux qui souhaitent, il reste encore des t-shirts qui sont toujours en vente. Et le micro est ouvert. Si vous souhaitez venir témoigner, faire part de quelques phrases que ce soit, n'hésitez pas. Merci à tous.